à tous et bienvenue. Vous êtes aujourd'hui avec M comme mutuelle. Je suis accompagnée du docteur Passard, qui est cardiologue. Bonjour docteur. Bonjour. M comme mutuelle est une mutuelle qui prend soin de ses clients et qui les aide à les accompagner pour se maintenir en bonne santé. Et donc, le service prévention on propose régulièrement des temps d'information, des ateliers. Et aujourd'hui, on est sur une visioconférence pour parler plus particulièrement du cœur des femmes. Alors, on va parler généralement de maladies cardiovasculaires et avec un zoom sur le cœur des femmes avec des spécificités que vous nous éclairerez là-dessus. Oui, je docteur. pense que vous allez avoir aujourd'hui des informations qui peut-être vont vous paraître tout à fait innovantes en termes de prise de connaissance des spécificités des maladies cardiovasculaires chez la femme. Et je pense que ça sera très informatif pour beaucoup de personnes. Très bien. Alors, vous aurez la possibilité de poser des questions par le chat. Justine, qui travaille avec moi au service prévention, est attentive à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Et je propose de démarrer par une première petite vidéo qui va nous parler des maladies cardiovasculaires en général. Et puis, on se retrouve tout de suite après avec le docteur Passard. Ouais, suite à la conf call de la semaine dernière, j'ai vu mon team leader et il vous propose un brainstorming. Oui. Ouais, on a de super idées pour buzzer sur votre nouveau produit. Non, c'est Christine. Ah, ça va être excellent. C'est hyper quali. Oh non. Ah, si. Et bien, votre deadline sera la mienne. Ok. Bon, allez, je vous laisse me call back. Bye. Bye. Mais qu'est-ce qu'il y a, Cri? On dirait que tu fais une baisse de tension. Barbe. Barbe. C'est Barbe. Bah, Barbe. quoi? Barbe de barbe. Bar mitzvah. Non, Barbe. Barba papa. Non, Barbe. Barbecue. Barbe. Cri, t'es en train de me faire un ABC. Un ABC de quoi? Mais là, t'arrives plus à mettre les mots dans le bon ordre. Mais bien sûr que si, c'est Barbara, c'est son cœur. Ah bah ouais. Bah, c'est normal, hein. Non mais attends, avec tous les mecs qu'elle a eu, fallait bien que ça lui retombe sur le coin du nez à un moment. Non, arrête de rigoler. Non, je te jure que là c'est sérieux, arrête. Non, elle a fait un infarctus. On dit un infarctus. Tu vois? Tu le fais? L'ABC. Arrête, Oui, non, tu le arrête fais. de rire. Là, tu diras que, bam, hypertension, bam, crise cardiaque. N'importe quoi. Si, c'est vrai. Mais je suis sûre que t'as compris de travers. Non. Mais si. Non. Mais c'est pour les mecs, ce truc-là. Non. Et elle a quoi, Barbara? 46 ans, elle est hyper jeune. Puis elle est pas en surpoids, elle. En tout cas, je te jure que je comprends pas parce que elle est hyperchondriaque. Hypochondriaque. Ouais, c'est pareil. En tout cas, toutes les semaines, elle allait voir son médecin. Mais attends, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'avec son médecin, c'était... Ouais. C'est pas vrai ce que tu me dis. Mais j'en sais rien. Non, tu sais quoi? Ah. Je vais appeler SOS Cardio Visio. Ah oui. Je connais super bien un pro génial. Vas-y, appelle-le tout de suite. Oui, François, c'est Julie. 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 Ouais, je voulais savoir, il y a des risques de maladies cardiaques pour les femmes? Alors? Bon, voilà, alors docteur, on parle de beaucoup de choses. Julie et Christine, là, elles évoquent énormément de choses. Vous pouvez nous éclairer? On parle d'AVC, AVC, ABC, infarctus, infractus. C'est quoi les maladies cardiovasculaires? Alors pour être synthétique, informatif, sans être compliqué dans le discours, les maladies cardiovasculaires, ça intéresse le cœur et les vaisseaux, si on prend la composante du mot. Alors le cœur, c'est quoi? C'est différents éléments. C'est l'enveloppe du cœur, ça s'appelle le péricarde. Donc on a des maladies spécifiques au péricarde. On a le myocarde, donc des maladies du myocarde, ça peut être l'infarctus du myocarde, ça peut être aussi des myocardites, des infections virales, des atteintes du muscle cardiaque qui peuvent aboutir à des insuffisances cardiaques. Ça peut être une atteinte des coronaires, là on parle d'infarctus, on parle d'insuffisance coronarienne. Ça peut être aussi une maladie des valves cardiaques, qui parfois, lorsque ces valves sont dysfonctionnantes, peuvent aboutir à la nécessité de faire une intervention chirurgicale
ou de remplacement valvulaire ou de réparation. Ça peut être aussi une atteinte des tissus de conduction électrique du cœur, où là, parfois, certaines personnes souffrent d'arythmie, d'arythmie cardiaque, qui peuvent justifier des traitements spécifiques, la mise en place de défibrillateurs, des traitements d'ablation dans les cavités cardiaques. Chez les personnes âgées, on est parfois amené sur ces anomalies de conduction électrique cardiaque à mettre en place des pacemakers. Donc ça, c'est globalement les maladies cardiaques. Et puis après, il y a les maladies vasculaires. Donc ça peut toucher ou les artères, ou les veines, ou les deux. Malheureusement, parfois, ça peut arriver. Donc, quand on parle des artères, il y a les atteintes des carotides qui peuvent exposer les gens à des AVC. On peut avoir des atteintes au niveau des grosses artères, avec notamment la formation d'anévrismes, notamment au niveau de l'artère abdominale, de l'aorte abdominale, pardon. Et puis, chez certaines personnes, notamment les diabétiques ou les fumeurs, on peut voir se développer ce qu'on appelle une artériopathie des membres inférieurs, ou une artérite, comme les gens disent. Et puis, dans un autre domaine, on a des atteintes des vaisseaux veineux, des veines. Et là, on parle de maladies thromboemboliques veineuses qui comportent les phlébites, les embolies pulmonaires. Voilà. En gros, les maladies cardiovasculaires, si ça se résume à ça, c'est à peu près les gros éléments dont je vous ai parlé. Voilà. Donc on dit bien infarctus, pas infractus. On dit bien infarctus, on ne dit pas infractus. Et du myocarde et pas dans le myocarde, comme disait le regretté Coluche. Et les AVC, on parle aussi des AVC dans la vidéo. Absolument. Ça fait partie aussi des maladies cardiovasculaires. Absolument. Alors, on ne va pas faire toute la déclinaison des causes des accidents vasculaires cérébraux, mais en gros, on a deux formes. On a les formes ischémiques, c'est-à-dire c'est un bouchon ou un caillot de sang ou un morceau de plaque de cholestérol qui part d'un vaisseau et qui s'en va dans le cerveau, dans une artère du cerveau. Ou il peut s'agir de problèmes de rythme cardiaque, on appelle ça de l'arythmie, notamment la fibrillation auriculaire, c'est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent dans la population générale. Et cette arythmie est à l'origine de formation de petits caillots dans les oreillettes qui peuvent ensuite emboliser dans le cerveau et être à l'origine d'accidents emboliques. Et puis malheureusement parfois, on a aussi des accidents hémorragiques. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un problème d'embole, c'est plutôt un problème de rupture de vaisseau, d'hémorragie de vaisseaux qui peuvent être à l'origine d'accidents, donc cette fois-ci par saignement au niveau du cerveau. Très bien, merci docteur. Donc en fait, c'est très très large, les maladies cardiovasculaires. C'est très vaste, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, l'activité de cardiologue ou d'angiologue, elle est multidisciplinaire, on peut dire. Et dans la spécialité, il y a des sous-spécialités. C'est un vrai travail d'équipe. Merci. Justine, est-ce qu'on a des questions des participants ? Alors oui, il y a une question sur l'AVC. Donc quels sont les symptômes, les signes d'un AVC ? Alors, je pense qu'il faut faire appel au bon sens. La nature nous a dotés d'un cerveau reptilien, c'est-à-dire un cerveau qui est très ancien et qui remonte à nos origines profondes et qui nous dote de signaux d'alerte très simples. Et ça peut surtout être représenté par des sensations de malaise, de mal de tête violent et brutal, de perte d'équilibre, de troubles de la sensibilité au niveau des membres, de difficultés d'élocution avec d'un seul coup l'impossibilité d'émettre un mot ou au contraire d'avoir un langage un petit peu dégradé, incompréhensible pour l'entourage. Ce sont des signes très simples en fait qui ne doivent pas faire tout de suite dire oh mais c'est un malaise hypoglycémique, c'est pas grave, c'est une baisse de tension, ça va aller. Je pense qu'il faut rester très simple. Aujourd'hui, on est très structuré dans notre société pour faire appel au 15 ou appeler le médecin. Je pense que le bon sens prévaut. Quand on sent que vraiment ça n'est pas normal, quand on se connaît bien, il ne faut pas hésiter à appeler un médecin ou appeler le 15. Je pense qu'il vaut mieux appeler pour rien que de regretter de ne pas avoir appelé plus tard. Il ne peut pas y avoir aussi des déformations au niveau du visage ?
avec l'AVC? Oui, effectivement. Alors, parfois, effectivement, quand un patient est hospitalisé, qu'on reprend l'interrogatoire, l'entourage nous dit effectivement, docteur, ça a commencé comme ça. On était à table, il y avait un repas de famille, c'était plutôt arrosé, riche, etc. On a bien mangé, et puis d'un seul coup, en face de nous, telle personne, d'un seul coup, a présenté des troubles de l'élocution et puis une asymétrie du visage avec une paralysie faciale. Ça doit être très évocateur d'un accident vasculaire cérébral et il ne faut surtout pas tarder. Il faut appeler le 15 dans ces cas-là. Très bien, merci. Alors, on a évoqué l'alcool, bien manger, voilà, un peu cholestérol tout à l'heure. C'est peut-être le moment de parler des facteurs de risque. Très bien. Je vous propose de regarder la vidéo et on se retrouve tout de suite après avec le docteur Passard. Non mais baisse ton truc là, j'entends rien. Bon, je vous laisse là, je vous entends plus, hein. Je passe sous un tunnel. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, avec ce qui est arrivé à Barbara, je fais l'exercice. Bah attends, j'ai pas envie que... Non mais c'est vrai que toi t'es pas un terrain à risque, hein, t'es le terrain à risque. Personnifié, voilà, en chair et... Enfin, en chair quoi. Non mais vu ton taux de cholestérol, mais ça c'est pas étonnant avec tous les frites que tu manges. Hein. Et puis en plus je te parle pas de... C'est sans compter tout le sucre là qu'il y a dans tes gâteaux là que tu manges. Et franchement, heureusement que t'as arrêté la clope toi. Hein. Non. Ok, tu sais quoi? Vas-y, donne-moi l'hypertensiomètre là. Vas-y, donne. Non, tu sais quoi, tu regardes, moi j'ose pas. 24,3. Oh purée! Mais c'est une méga hypertension que tu mets! Oh mais non! Bah allez mais... Oh, vous allez me lâcher là! Lâchez-moi! Mais arrête, toi aussi tu stresses là! C'est c'est des facteurs de risque que tu fais! Tu sais quoi? Depuis que tu travailles, de toute façon, regarde-toi! T'es maigre, t'es pâle, t'es sans vie! Arrête là, ça devient angoissant là tout ça. Et tu sais quoi? On va aller se poser toutes les deux dans le canapé là, devant une bonne série, hein? Mais t'es complètement dingue! C'est un facteur de risque là, c'est dans ta réalité! Ah bon? Ouais. Comment tu sais ça toi? C'est François, ton super pro du cœur qui me l'a dit. Non. Si. Attends, t'es en train de me dire que... Bah non, c'est un facteur de risque. Hein François, t'es un facteur de risque. Bon, alors docteur, beaucoup de facteurs de risque évoqués là. On va peut-être faire le tri un peu. Les rapports sexuels, l'activité physique, le canapé. Il faut supprimer nos canapés de nos salons. Dites-nous tout. Non, je pense qu'après, tout est une question de dose. Hein. Il faut rester serein devant tout ça. Moi, je trouve que cette petite vidéo, elle est très synthétique. Hein. On a devant nous deux femmes complètement différentes en termes de profil et d'activité. Et pourtant, ce n'est pas nécessairement celle qui semble le plus exposée qui va être nécessairement la plus à risque. Hein. Alors, on parle beaucoup de stress. Oui, le stress est un facteur de risque. Hein. C'est un facteur de risque cardiovasculaire. Je pense qu'il est très impactant chez la femme parce que la femme aujourd'hui a des niveaux d'activité et de risque identiques à ceux des hommes. Et en plus, avec sa charge professionnelle, elle ajoute sa charge de responsabilité de mère de famille. Elle doit s'occuper des enfants, des courses, du reste, hein, du quotidien évidemment, plus ou moins aidée par son mari coopérant. Donc ça constitue une charge de stress important qui peut être à l'origine d'une aggravation du risque cardiovasculaire. Alors après, évidemment, on revient sur les facteurs classiques et je pense qu'il faut insister sur le tabac notamment, qui a un impact très important chez la femme, plus important que chez l'homme,
puisque le tabac annule quelque part l'effet protecteur des œstrogènes naturels que vous possédez durant votre activité de femme active. Et en fait, ce tabagisme expose vraiment à des risques cardiovasculaires importants, hein, tels que l'infarctus, Ça veut dire que l'accident vasculaire cérébral. naturellement, les femmes sont plutôt protégées avec leur cycle Absolument. hormonal. Et le fait de fumer, ça annule complètement l'effet protecteur des œstrogènes et on se retrouve même avec un surrisque par rapport aux hommes. Après, il y a l'hypertension artérielle qui est un facteur de risque fréquent, hein, le diabète, hein, souvent lié à une prise de poids, lié à un manque d'activité physique, à une sédentarisation, parce que l'emploi du temps des femmes étant tellement chargé aujourd'hui, elles ont parfois du mal à intégrer une activité physique régulière dans leur pratique quotidienne. S'associe comme autre facteur de risque l'hypercholestérolémie, hein, souvent liée à des problèmes alimentaires, des manques de temps pour faire la cuisine. Bon, il y a des formes d'hypercholestérolémie qui sont familiales, mais là, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce domaine-là. Je pense qu'on reste surtout axé sur la qualité alimentaire, l'hygiène de vie en général. Et ces choses-là, on peut les améliorer sensiblement et de manière très simple. Il faut savoir quand même que on peut dire que 80% des facteurs de risque cardiovasculaires qui exposent aux maladies cardiovasculaires sont corrigeables, tout simplement en changeant les habitudes de vie, les habitudes alimentaires, nos modes de déplacement, notre activité au quotidien. Donc c'est bouger plus, mieux manger, éviter le tabac. Voilà, possible je arrêter, pense qu'il faut même limiter stopper l'alcool. le tabac. Je pense qu'il n'y a même pas de négociation à faire avec le tabac. Si on veut un discours clair sur la réduction des maladies cardiovasculaires chez la femme, il faut dénoncer le tabac. Même à dose modérée, c'est pas bon pour le cœur, ça c'est sûr et certain. Et l'alcool modérément. L'alcool, bon, on peut en prendre évidemment modérément. Tout est une question de dose. On dit habituellement 1 ou 2 verres par jour et pas encore tous les jours. Si on peut éviter d'en prendre tous les jours, tant mieux, hein. Voilà. Et donc, bouger. L'activité physique, c'est pas forcément faire du sport marathon. Peut-être qu'on peut rassurer aussi les gens qui nous écoutent, Voilà. qui sont avec nous. En fait, ce qui est important de dire, c'est que l'activité sportive intensive ne va pas nécessairement allonger l'espérance de vie de beaucoup d'années. Elle permet d'assouvir certaines passions, de se fixer des objectifs et d'y arriver. Mais le plus important, surtout, c'est une pratique, comme vous dites, régulière. Il faut au moins 30 minutes d'activité par jour, c'est-à-dire l'équivalent de 2-3 heures par semaine. Quand l'emploi du temps ne permet pas d'avoir une activité quotidienne, on peut répartir plutôt sur le week-end. Et c'est marcher plus, faire un peu de déplacement Voilà. à vélo, Et par puis exemple. effectivement, comme vous dites, c'est-à-dire de désédentariser quelque part le quotidien, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, aller au travail en vélo, c'est sympa. Bon, après, ça dépend de la région dans laquelle on habite, hein. On n'est pas très, très favorisé en ce moment. Oui, ou du temps. Voilà. Mais effectivement, désédentariser le quotidien, ça c'est important. Je pense qu'il y a un bon repère. On peut très bien s'équiper d'un podomètre, voir un petit peu sur une semaine, au bureau, au travail, combien de pas on fait par jour. Si on ne fait pas 10 000 pas par jour, c'est qu'il n'y a pas assez d'activité physique au quotidien. Les recommandations, c'est 10 000, parce qu'il y a de tout un peu sur les recommandations en nombre de pas. On parle de 4 000, j'ai vu cette semaine-là, 4 000, Oui. 7 000, 10 000. Honnêtement, c'est 10 000. Un pas normal, c'est 40-50 cm. Si vous faites 10 000 pas par jour, ça correspond à 5 km. Si vous marchez à 5 km/h, ça fait quasiment déjà 1 heure, voyez-vous. Donc, en faisant des petits pas de piétinement, on arrive à cette distance nécessaire pour que ça soit efficace en termes de prévention. Et puis peut-être conseiller aux gens qui en sont loin des 10 000 d'en faire déjà un peu plus que ce qu'ils font Bien actuellement. sûr, après, il ne et faut puis pas aller non plus progressivement. être obnubilé par son podomètre ou sa montre connectée. Je pense que déjà bouger au quotidien, c'est déjà bien. Il faut savoir qu'on est quand même, avec le contexte actuel de confinement, souvent arrivé sur nos chaises. Ça, c'est très très mauvais. Ça, c'est vraiment un très mauvais positionnement sur le plan général, sur le plan comment dire, orthopédique, le dos, etc. Et sur le plan métabolique, c'est pas bon du tout, hein. On met l'organisme au repos, on ne dépense pas assez d'énergie. Donc les facteurs de risque, on redit le cholestérol, la consommation d'alcool, le Oui. diabète, Oui. le surpoids, Oui, obésité, Le tabac. tabac, Après, hypertension, Tout stress. à fait, hypertension, hein. Il ne faut pas oublier que l'hypertension, on vous parle beaucoup de tabac, de cholestérol, de diabète. L'hypertension artérielle, c'est le facteur de risque cardiovasculaire le plus fréquent dans la population générale. C'est souvent un élément qui est négligé par les gens.
c'est souvent un facteur qui est sous-quantifié en médecine de ville. On n'y prête pas assez attention et c'est le premier facteur de risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. On va chez son médecin et on se fait faire, détecter voilà. de temps en temps et on se fait mesurer tranquillement la tension artérielle, une fois, 2 fois, plusieurs fois. Éventuellement, on s'achète un tensiomètre, ça ne coûte pas très cher. C'est facile de mesurer sa tension artérielle à la maison. Vous avez sur différents sites internet, sur la Haute Autorité de Santé, des détails précis sur la manière de mesurer votre pression artérielle chez vous, de vous auto-surveiller. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette nouvelle manière de se faire détecter par les montres connectées, par des tensiomètres. On peut surveiller des paramètres très simples physiologiques et consulter son médecin traitant si on a un doute. Très bien, merci. Justine, il y a des questions? Alors oui, il y a plusieurs questions. Donc une sur l'activité physique et sur la quantité qu'il faut pratiquer. Donc ça, vous avez très bien répondu là-dessus. Pour rester sur le thème de l'activité physique, préconisez-vous un sport en particulier? Alors, dans le cadre du loisir, je pense qu'il faut faire un sport qui fait plaisir, parce que le caractère régulier de la pratique, il va être surtout réalisé si on éprouve après l'activité physique une sensation de bien-être qui va nous donner envie de recommencer. Alors, tout dépend des objectifs. Si on veut s'entretenir, garder la forme, on va plutôt s'orienter sur de la marche rapide, de la marche nordique avec des bâtons. L'intérêt de la marche nordique avec bâton, c'est qu'on sollicite davantage de masse musculaire, on sollicite le haut du corps, on fait porter une partie du poids du corps par les bâtons. Donc pour les gens qui ont des problèmes de dos en plus, c'est plus ludique et plus sympathique à réaliser. Pour des gens qui ont de meilleures aptitudes physiques, on peut faire du jogging évidemment, du vélo. Alors après, le profil dépend des ambitions de chacun, etc. La natation, bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué, hein. Mais si l'activité physique est orientée plus vers un objectif de perdre du poids, améliorer sa condition physique, effectivement, on va s'orienter davantage sur des activités d'endurance, hein. Mais après, on peut faire des activités de salle, on peut faire du fitness, on peut faire du tennis, on peut faire n'importe quel sport. L'important, c'est de se sentir bien. Si on ressent par contre évidemment le moindre symptôme suspect à l'effort, si on envisage une reprise sportive après une période d'arrêt relativement longue, là évidemment la pratique sera peut-être d'abord anticipée par la réalisation au préalable d'un bilan cardiologique de débrouillage pour être certain qu'on puisse pratiquer en conditions de sécurité sans prendre de risques. Et puis on y va progressivement si on a une interruption plus longue. Absolument, oui, parce qu'au-delà de l'aspect cardiovasculaire, il y a évidemment le risque traumatologique, hein. Si d'emblée vous mettez à faire du footing alors que vous n'avez pas couru depuis 5 ans, évidemment vous vous exposez aux blessures. Et donc qui dit blessure dit immobilisation et dit donc pas d'entretien régulier. Ce qu'on peut dire, c'est l'essentiel, c'est de bouger, Voilà. d'avoir une pratique sportive qui procure du plaisir. Voilà. Sinon, on ne s'y tient pas finalement. Absolument. Et puis, si on sent que l'effort est difficile, si le niveau d'intensité ne procure pas de plaisir ou qu'on a envie de faire autre chose, c'est que l'activité n'est pas adaptée. Par contre, toujours rester vigilant sur le ressenti à l'effort de symptômes suspects, tels que des douleurs dans la poitrine, un essoufflement inhabituel, des sensations de malaise à l'effort. Il ne faut pas surtout hésiter à consulter dans ces cas-là. Justine, je crois qu'on a une autre question. Oui, il y en a encore plusieurs. Donc, la prochaine, est-ce que la prise d'ostroprogestatifs augmente le risque de complications cardiovasculaires? On y répond maintenant ou on y répond après, puisqu'on aura une petite vidéo sur le sujet? On peut répondre après peut-être. D'accord. On ne l'oublie pas. Si on l'oublie, Justine, tu nous le rappelles? Oui. Donc, du coup, pareil, une autre question sur la contraception orale associée au tabac. Oui. On en parlera après aussi. Et pour revenir au tabac, est-ce que le fait de vapoter et donc d'utiliser la cigarette électronique est aussi un facteur de risque? Alors jusqu'à présent, on n'avait pas assez de recul, évidemment, parce que la e-cigarette, hein, pour parler avec le terme moderne, est relativement récente, donc pas assez de recul pour avoir des études épidémiologiques sur son impact vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, mais ça commence à sortir, hein. Il y a effectivement une augmentation du risque cardiovasculaire. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont des produits chimiques de synthèse, qu'on les chauffe avec une pile, hein, si je ne me trompe pas. Donc ce sont des produits de combustion finalement, et que tous les produits de combustion, tels qu'ils soient, sont des produits qui peuvent être cancérigènes ou qui peuvent générer effectivement une augmentation du risque
athérothrombotique, c'est-à-dire une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc, je suis désolé pour les e-fumeurs, mais ce n'est pas bon non plus pour la santé. Ça peut être une alternative. Il est clair que c'est une alternative pour les fumeurs de tabac qui souhaitent arrêter de manière progressive, en se sevrant progressivement de la gestuelle. Mais à terme, je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est anodin. Pas du tout. En général, en addictologie, on dit on peut passer par la cigarette électronique pour s'arrêter, mais il faut se fixer une date d'arrêt De toute définitive façon, il y a un de moment, toute voilà, substance. exactement. Il y a un moment, il faut passer à autre chose. D'autres réactions ou questions? Alors, une dernière question. Est-ce que la surcharge mentale, le stress, l'angoisse peut augmenter le risque? Absolument. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est prouvé. On en avait déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Le stress, l'anxiété, la dépression augmentent le risque cardiovasculaire. Alors, il y a des facteurs directs qui impactent, mais il y a aussi des facteurs, il y a des conséquences. Quand on est déprimé, on est moins attentif à ce qu'on fait, à ce qu'on mange. On est plus renfermé sur soi-même, on est moins en train de faire de l'activité physique, on allume plus facilement la télé, on est plus addict sur certaines choses, le tabac, l'alcool. Il y a un phénomène de cascade successive qui amène à augmenter le risque cardiovasculaire. Très bien, je vous remercie, docteur. On a commencé à évoquer les spécificités des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Je vous propose de regarder tout de suite la petite vidéo pour revenir plus spécifiquement sur ce sujet-là, tout de suite après. Trouble du rythme en 8 lettres. Salsa? Trop court. Ah ouais, 5 lettres. Bon, bah moi je vais me faire un cocktail, t'en veux un? Non merci, j'ai arrêté de boire. Non. Enfin, j'ai ralenti quoi. Ah oui. Et Saint-François Passard, il est efficace, hein? Bon, en tout cas, moi je m'en fais un. Tiens ma cocotte. Oh merci. Je t'en ai fait un sans alcool quand même. Hein? Merci. Je te jure, je me sens super mal. Attends. Non mais attends, t'inquiète pas, tu sais quoi, c'est normal en fait, c'est le stress ambiant, tu sais. Oui. Moi c'est pareil, je ressens des trucs de toute façon. Et puis, tu sais quoi, avec le télétravail, on est toute la journée devant les écrans, et ben moi je ressens, tu sais, plein de douleurs ici, là, juste là, et alors ça me fait mal. Ah mais c'est pas ça, je suis crevée en fait. Je suis crevée, je suis même essoufflée, j'ai la nausée. Et regarde, touche mon front là, regarde, je suis trompée. Mais oui. Attends, ma cocotte, mais c'est... Étourdissement? Oui. Sueur froide? Oui. Vomissement? Nausée. C'est pareil. Donne-moi ton pouls. Trouble du rythme en 8 lettres? Arythmie? Ok. Écoute-moi bien. Est-ce que tu te sens un petit peu oppressée? Bah, un petit peu par toi là. Ok, alors... Oh pétard. T'as tous les symptômes atypiques du YMCA. Attends, tu sais quoi, tu bouges pas, j'appelle François. Oui. Bouge pas. Attends. Allô François? C'est Christine. Christine. Bah Christine. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Assieds-toi, faut que je te parle. Mais non, mais pas là. Ah bah oui, non, pas là. Oh oui. Attends, viens, rentre, on va aller au salon. Voilà, ça y est, je suis assise. Ok, je sais que t'as les symptômes, d'accord, mais ça va aller. Oui. Je suis enceinte. T'es enceinte? T'es enceinte? Oh, ma jugée l'enceinte. Mais tu prenais pas la pilule? Non, moi j'ai jamais pris la pilule. Non, j'ai préféré fumer. Tu vois, comme tabac et une pilule, ça fait pas bon ménage, bah tant pis. Oh, putain, je savais pas. Oh, en tout cas, t'es enceinte. Bon, je suis un petit peu jalouse. Mais t'es enceinte. Ah, ça va t'arriver, toi aussi. Ça risque pas d'arriver. Je suis ménopausée. Ah. En tout cas, t'as pas de problème cardiaque et ça, c'est top. D'ailleurs, fais gaffe, parce que je viens de lire dans la salle d'attente, une baisse d'oestrogène, c'est pas terrible pour les risques cardiovasculaires. Arrête, tu me fais peur. Les grossesses aussi, ça a des risques. Non, arrête, c'est toi qui me fais peur. Oh non, non.
Est-ce que tu veux être sa marraine? Oh, mais oui, Oui. oui, Oui. mille fois oui. Oui, 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 oui. Oh, oui, 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 oui. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Voilà, alors là, on aborde vraiment des choses un peu particulières. On voit que on s'inquiète de sueur, de vomissements, de sentiments d'oppression, enfin de sensations d'oppression. Est-ce que un infarctus ou un accident cardiovasculaire chez une femme, ça se manifeste de cette façon-là et qu'on peut confondre avec une grossesse, un début de grossesse, ou éclairez-nous, docteur? Alors normalement, on ne peut pas faire d'infarctus quand on est enceinte. Bon, se réserve évidemment d'avoir arrêté de fumer pendant la grossesse. Mais normalement, pendant la grossesse, il y a un climat hormonal particulier qui fait que la femme n'est pas exposée aux accidents coronariens. Pour autant, la grossesse est un temps particulier de la vie de la femme, puisqu'elle peut être exposée à l'apparition de pathologies durant la grossesse, et que l'hypertension artérielle et le diabète. Donc ce sont des choses qu'il faut vraiment surveiller, et qui sont d'ailleurs, ce sont des choses surveillées par la gynécologue ou l'obstétricienne ou la sage-femme durant toute la grossesse. Le diabète pendant la grossesse, c'est ce qu'on appelle le diabète gestationnel. L'hypertension de la grossesse, ce qu'on appelle l'hypertension gravidique. Ce sont des éléments qu'il faut surveiller particulièrement parce qu'on sait que ça peut faire le lit ultérieurement, notamment après la ménopause, de l'apparition d'un diabète ou d'une hypertension artérielle secondaire. Donc il faut être vigilant à ces choses-là, notamment parce que, évidemment, ces facteurs de risque vont exposer la femme après la ménopause, ou durant la ménopause et après, aux accidents vasculaires, cardiovasculaires, aux accidents vasculaires cérébraux, aux accidents coronariens. Donc un bon suivi de grossesse permet de limiter les risques Absolument. Après la naissance de l'enfant. Voilà. On parle, tout à l'heure, on avait une question autour des oestrogènes, donc Oui. la baisse d'oestrogène, la ménopause. Oui. Est-ce que c'est un moment particulier dans la vie d'une femme Absolument. où il faut être attentif à sa Absolument. santé cardiaque? Absolument. Donc, à la ménopause, on a une baisse de la production des oestrogènes naturels par les ovaires, parce qu'il y a une atrophie ovarienne qui est liée au vieillissement physiologique. Et on a une augmentation, effectivement, des maladies cardiovasculaires chez la femme après la ménopause. D'où l'intérêt chez certaines femmes de proposer un traitement hormonal substitutif qui va avoir plusieurs effets, notamment prévention de l'ostéoporose. Si j'ai bonne mémoire, mais je ne suis pas un spécialiste gastro-entérologie, je pense qu'on réduit aussi le risque de cancer digestif avec le traitement hormonal substitutif. Par contre, il faut être très vigilant, puisque les oestrogènes qu'on va donner pour traiter les signes indésirables, les effets indésirables de la ménopause, vont exposer. Par contre, là, on est sur des oestrogènes de synthèse, c'est plus des oestrogènes naturels. Les oestrogènes de synthèse, on va surveiller ce traitement-là parce que ça expose à des risques cardiovasculaires. Et c'est pour ça qu'ils seront contre-indiqués formellement chez la femme ménopausée s'il y a des antécédents cardiaques ou vasculaires chez cette dame, parce qu'il y a une augmentation du risque d'AVC, de phlébite, d'embolie pulmonaire ou d'infarctus. Très bien. Donc, de toute façon, ça s'est vu avec le gynécologue. Les gynécologues connaissent bien la problématique et donc vont faire cet interrogatoire sur les antécédents personnels et familiaux. Voilà. Et de toute façon, on est souvent en connexion avec les gynécologues. Nous, les gens nous sont adressés parfois pour savoir si on peut prescrire un traitement hormonal substitutif. Et s'il apparaît qu'il y a un surrisque cardiovasculaire, malheureusement, le traitement hormonal substitutif ne pourra pas être donné, en tout cas sous forme d'hormones. Très bien. On parle aussi de pilules et tabac. Le personnage a fait le choix de continuer de fumer et de ne pas prendre la pilule. Oui. Donc, c'est plutôt une bonne chose ou... Je pense que les deux choix sont mauvais. Alors, on va éviter effectivement l'association de malfaiteurs, mais il est clair qu'après 35 ans, si une femme prend la pilule œstroprogestative et en plus fume, elle multiplie par 30 son risque d'infarctus du myocarde. Donc, c'est pas négligeable. J'ai encore vu hier, dans le service de cardiologie dans lequel je travaille, dans le Pas-de-Calais, une jeune femme de 20 ans qui n'avait comme seul facteur de risque, 20 ans, retenez ça, 20 ans,
tabagisme, 10 cigarettes par jour, elle a fait un infarctus du myocarde. Alors quand on a fait sa radio des coronaires, il n'y a rien dans les coronaires, il n'y a pas d'obstruction, sauf qu'elle a certainement une prédisposition à avoir une fragilité artérielle, et la cigarette lui a disséqué sa coronaire, c'est-à-dire que sa coronaire s'est coupée à l'intérieur en fait. Donc le traitement reste certes médical. Cette jeune femme va heureusement très bien parce qu'elle a été prise en charge à temps. Donc elle a eu un traitement adapté qui sera un traitement médical avant tout. Elle aura surtout, le plus important, besoin de corriger son hygiène de vie, d'arrêter de fumer. Et là, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Et pourtant, 10 cigarettes, on peut se dire que c'est pas Et pourtant, beaucoup. 10 cigarettes, c'est pas beaucoup dans le langage des gens, mais 10 cigarettes par jour chez la femme, c'est déjà tabagisme important. Très bien. Voilà. Merci. Donc ça, il faut vraiment garder à l'esprit ça. Très bien. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on voit dans la vidéo, c'est tous les symptômes qui font penser à un accident cardiaque. Oui. On parle de suer, de nausées, se sentir mal, de troubles du rythme. Est-ce qu'effectivement, c'est des signes qui peuvent... C'est pas une douleur dans la poitrine forte et dans le bras gauche qui sont évocateurs d'un accident cardiaque? Alors, il y a des femmes qui ont des symptômes tout à fait typiques de ceux qu'on décrit classiquement chez l'homme. Maintenant, moi, j'aime pas trop la répartition dichotomique des symptômes parce que c'est très schématisé. La réalité n'est pas du tout celle-là. Je pense qu'il faut surtout faire appel au bon sens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai, entre guillemets, l'habitude... quand je vois quelqu'un qui ne va pas bien, qui est inquiet, angoissé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut arrêter de dire ou d'avoir cette sensation, je ne sais pas si c'est culturel ou pas, qu'une femme jeune qui a des symptômes atypiques dans la poitrine, c'est de l'hystérie ou c'est de la fatigue ou j'en sais rien. Je ne sais pas par quoi c'est colporté tout ça, parce que peut-être avant les femmes étaient confinées au foyer et il n'y avait que les hommes qui travaillaient, j'en sais rien, et que donc c'était que les hommes qui avaient le droit de se plaindre. Mais non, les femmes ont aussi des plaintes. Elles ne sont peut-être pas exprimées de la même manière que les hommes, pas de manière aussi expressive, parce qu'une femme a plutôt tendance à plutôt minimiser les symptômes, à pas se plaindre, parce qu'elle doit rester entre guillemets opérationnelle pour ses enfants, open pour son mari. Enfin, voilà, donc il y a une espèce de surpression du quotidien qu'elle fait, qu'elle minimise un petit peu ses symptômes dans l'intérêt des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut changer un petit peu de paradigme. La femme doit être considérée au même niveau que l'homme. D'ailleurs, vous luttez pour, et c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, il y a des expressions qui sont un petit peu atypiques et dont il faut tenir compte. C'est très important. Donc on fait attention à tous ces symptômes qui apparaissent. On ne les minimise pas. On est attentif, on s'écoute et on n'hésite pas. On prend du temps d'écoute et on analyse les choses calmement. Voilà. Justine, y a-t-il des questions et où est-ce qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient tout à l'heure sur les signes particuliers pour les femmes? Alors oui, sur la prise de pilules, il y a encore une question. Donc, y a-t-il des types de pilules contraceptives qui favorisent les maladies cardiovasculaires ou du coup, à contrario, un mode contraceptif qui n'aurait moins ou pas d'impact sur les maladies cardiovasculaires? Après, tout ce qui est contraceptif contenant des oestrogènes de synthèse augmente le risque cardiovasculaire. Ça, c'est factuel. Après, c'est comme tous les traitements. Il y a toujours un rapport bénéfice-risque. Vous avez 20 ans, vous prenez une pilule contraceptive, vous ne fumez pas, vous n'avez pas de cholestérol, aucun facteur de risque. Votre risque d'avoir une maladie cardiovasculaire ou un accident cardiovasculaire est extrêmement minime. Maintenant, il est clair qu'il faut garder en tête que toute contraception à base d'œstrogènes de synthèse augmente le risque de maladie cardiovasculaire, même s'il est minime, il augmente. Quelle que soit la prise, que ce soit les implants, que ce soit la prise orale? Oui, absolument. Après, il y a d'autres pilules. Aujourd'hui, on fait des pilules progestatives pures. Après, je ne suis pas un spécialiste de la contraception orale, je ne suis pas gynéco, mais nous, quand on a des gens qui viennent, des dames qui viennent avec de l'hypertension artérielle, évidemment, dans le listing des causes possibles à l'émergence de l'hypertension artérielle, on regarde la contraception, on pose des questions, et quand on a une pilule œstroprogestative, on est dans le devoir de dire à ces dames qu'il va falloir changer leur mode de contraception, revoir le gynéco, discuter avec le ou la gynéco de la meilleure contraception. Peut-être qu'à un certain âge, à partir de 40 ans, il faut peut-être envisager autre chose.
En tout cas, ce qu'on retient, c'est œstrogène, c'est un signal d'alerte Œstrogène de et synthèse cardiovasculaire. augmente le risque cardiovasculaire. Très bien. Justine, d'autres questions ou pas du tout? Oui, que penser de la consommation de soja à la ménopause? Ah oui, le soja. Là, malheureusement, j'ai pas de compétences et pas de connaissances à ce niveau-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je crois avoir entendu dire que l'excès de lait de soja pouvait augmenter le risque de cancer du sein, si je ne me trompe pas. Mais après, là, je m'exprime, mais simplement par de ce que j'ai entendu. Mais j'ai pas d'expérience et de connaissances à ce sujet-là. Peut-être qu'on pourra faire, c'est mettre une information, rechercher l'information et puis la mettre sur notre site internet, donc mcommutuel.com, pour répondre à cette question. Dernière question, donc, concernant les symptômes, comment faire la différence entre une crise d'attaque de panique et des crises d'AVC? Les symptômes sont-ils différents? Crise d'AVC et... Oui, AVC et une crise de panique. Eh ben, pour être clair, il y a absolument aucune possibilité de faire la différence. Je pense qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, garder du bon sens, parce qu'effectivement, vous imaginez bien que si à chaque fois qu'une femme se plaint de quelque chose, on dit c'est une crise de panique, on va passer à côté de beaucoup de choses. Donc, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments. Le contexte dans lequel les symptômes surviennent, quel est le profil cardiovasculaire de risque de la patiente, s'il y a quelqu'un qui a l'habitude de faire des crises de spasmophilie, de tétanie, des attaques de panique, qu'elle n'a pas de facteur de risque, qui a un contexte déclenchant tel que du surmenage, un burn-out, de la fatigue, du stress, oui, on va plutôt s'orienter vers ça. Par contre, des symptômes atypiques, un gros malaise, des suées, des troubles digestifs chez une dame qui a 35-40 ans, qui fume 10 cigarettes par jour, qui ne fait pas d'activité sportive, qui a peut-être un diabète, une hypertension, on ne va pas avoir le même raisonnement. Donc il n'y a pas de définition précise. Tout est une question de symptômes, de ressenti clinique. Je pense qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. S'il y a un doute, il faut consulter. Je préfère que vous appeliez le 15 pour une crise de panique que de venir 3 jours après avec un infarctus constitué, une insuffisance cardiaque, un pronostic de vie qui va être sombrement altéré. Il faut arrêter cette habitude, je ne sais pas si c'est culturel ou pas, de dire c'est une femme, donc c'est de l'angoisse. Ça ne peut pas être le cœur. C'est faux. Le risque cardiovasculaire chez la femme, il est identique à celui de l'homme. Les conséquences cardiovasculaires à long terme sont plus graves chez la femme que chez l'homme. Il y a quand même dans les 150 000 décès par an environ de maladies cardiovasculaires en France, 55% des décès surviennent chez la femme. Donc il y a plus de décès chez la femme liés aux maladies cardiovasculaires. La composante de femmes qui décèdent de maladies cardiovasculaires est plus importante que chez l'homme. Je crois que c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Absolument, avant le cancer du sein. On parle du cancer du sein, on voit que le cancer du sein chez la femme. Mais non, c'est 47% des causes de décès chez la femme sont des maladies cardiovasculaires. Il y a plus de 200 femmes par jour qui décèdent en France de maladies cardiovasculaires. Donc il faut faire attention, ce n'est pas des crises d'angoisse, ça peut être une maladie cardiovasculaire, un accident. Et absolument. Du coup, il faut consulter. Les symptômes, sont simplement des éléments subjectifs. C'est un simple ressenti de la personne. Ça n'a aucune force clinique. Si on se pose des questions, si on doit aller plus loin dans le diagnostic, il ne faut pas hésiter à consulter, faire un examen clinique, faire un électrocardiogramme, faire des prises de sang. Très bien, merci en tout cas de renforcer ce message de c'est pas qu'une maladie d'homme, bien au contraire, et que les femmes peuvent être concernées et qu'il ne faut pas minimiser les symptômes. En plus, on parlait de charge mentale, tout ça. Tout à l'heure, vous disiez que les femmes travaillent, s'occupent des enfants, de la maison, même si les hommes aussi s'y mettent. Il y a un écart peut-être entre les générations d'hommes. Mais en tout cas, soyons-nous, mesdames, attentives. Je vous propose une petite vidéo sur le dernier sujet qu'on voulait aborder. C'est comment on évalue les risques cardiovasculaires et quand et comment on agit en prévention. Mon petit cœur, ça marche. Coucou. Coucou. Oh, chut. Chut. Et hop là. Et elle dort. Oui, t'irais pas prendre une douche. Ah oui? Oui, vas-y. Je la surveille.
c'est moi qui te remercie. Vas-y. Alors, mon petit cœur, tu vas bien écouter ta marraine attentivement, d'accord? Tu vas faire du sport, tu ne vas pas fumer, tu ne vas pas boire, enfin, pas trop, un petit coup, c'est tout, ok? Et puis aussi, tu vas pas manger trop de sucre, trop de sel, d'accord? Non! Bah, à qui tu parles? À moi, je me parle à moi! Et puis, mon petit cœur, tu vas prendre soin de ta maman, d'accord? Parce que ta maman, c'est le genre de personne qui aime croquer la vie, mais parler debout, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, des fois, elle oublie de penser à elle. Alors tu lui diras de faire un dépistage précoce pour son cœur. Bah oui, il est tellement grand, son cœur. Et puis, si jamais elle se met à refaire du sport après 45 ans, bam, un test d'effort. Puis qu'elle en profite aussi pour faire un dépistage pour l'hypertension. Mais qu'est-ce que tu lui racontes? Je t'avais pas vu. Bah, j'ai vu que tu m'avais pas vu. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois pas que j'y tiens, moi, à mon petit cœur? Ouais, mais c'est parce que moi, je tiens à toi. Mais moi aussi, je tiens à toi. Alors on prend soin de nous. Des pistes. Prouve que tu existes. Na 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 na. Mon petit cœur. Alors, faire attention à son cœur. Elle démarre bien dans la vie, cette petite fille. Hein. On lui dit alors pas boire, ne pas. On peut dire faire attention quand même, ou prêter attention, faire du sport. Ouais, je pense que tout simplement, c'est changer un peu de discours. Aujourd'hui, on voit bien dans le contexte pandémique actuel que les moyens de santé sont limités, que tout le monde est sur le pont et qu'on sent que tout est tendu. Si on pouvait éviter pour les générations de futures d'en arriver à des contraintes telles, ben, je pense qu'il faudrait surtout jouer sur la prévention, l'éducation, l'information. Je pense que les enfants, c'est un peu comme des disques durs vierges. Il suffit de leur mettre les bonnes choses dedans et puis ça va fonctionner tout seul. Alors après, il faut des volontés politiques, il faut du temps, il faut de l'argent, certes, il faut de l'investissement, mais je pense que ça passe avant tout par la prévention. Si on fait attention dès le départ à bien éduquer nos enfants, à l'avenir, ils seront moins malades. On sera peut-être plus là en train de parler de maladies cardiovasculaires. On sera peut-être plutôt en train de parler de gens qui vieillissent mieux et moins malades plus longtemps. Donc faire de l'activité physique, sportive, mieux manger, être moins stressé, se faire dépister, se faire contrôler. Voilà, je pense que ce sont les règles du succès futur, peut-être. Alors, dépistage précoce, Christine évoque dans le sujet là. Oui. C'est quoi le dépistage précoce d'un point de vue cardiaque? Est-ce qu'on parle vraiment de cette notion-là ou c'est une autre notion? Voilà, pendant des années, on a plutôt réfléchi avec la notion d'âge. Je ne sais pas pourquoi. L'âge est un facteur de risque. C'est que plus on vieillit, plus on a de risques de maladies cardiovasculaires. Pour autant, on raisonne plutôt aujourd'hui en profil de risque. C'est-à-dire qu'on va déterminer le risque individuel de chaque individu. Et pour ça, on a des moyens très simples à notre disposition, nous cardiologues. On a les bilans lipidiques, etc. Et on a des scores de risque. Et en fonction des symptômes des personnes, des antécédents personnels ou familiaux, de ces scores de risque, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du dépistage sur mesure pour chaque personne. Il y a des gens de 50 ans, 55 ans, qui sont en pleine forme, qui ont toujours fait du sport, qui ont toujours fait attention à leur alimentation. On sait que ces gens-là, finalement, à part le risque lié à l'âge, ils ont peu de risques de faire un accident cardiovasculaire parce qu'en plus, ils se connaissent bien. Inversement, il y a des gens de 30 ans qui fument, qui sont en surpoids, qui font pas attention à ce qu'ils bouffent. Et puis un samedi soir, ils font un pari avec un copain. Ils se disent, tiens, demain matin, il y a un semi-marathon à Falampin. On peut encore prendre des inscriptions sur place, on y va. Et le mec, 1 heure plus tard, il fait une mort subite pendant l'épreuve. Ça, c'est une possibilité, c'est déjà arrivé sur des épreuves. Donc l'aspect, à partir de quel âge me fait dépister, ça, il faut oublier. C'est profil de risque individuel. Après, il faut à un certain moment, effectivement, penser à poser ses valises, arrêter le temps qui passe très vite, et trop vite d'ailleurs, et se poser les bonnes questions à un moment, avec l'aide de son médecin, évidemment, parce qu'on n'est pas tout seul à se dire, tiens, je vais aller chez le cardiologue, comme ça, il faut aussi être un petit peu guidé. Donc, quel bilan, quelle prise de sang je dois faire, quel type d'examen je vais pouvoir prétendre faire chez mon cardiologue. Est-ce qu'il va me faire simplement un électrocardiogramme? Est-ce que je vais devoir faire
un test d'effort, un scanner coronaire, un holter, pourquoi pas plus tard une coronarographie. Enfin, voilà, tout ça, ça se fait avec l'aide des médecins et pour aller au meilleur diagnostic Donc, possible. Pour déjà évaluer son risque, on en parle avec son médecin traitant, j'imagine, Voilà, et exactement. on consulte un cardiologue. Oui, après, en fonction de l'appréciation du médecin généraliste, c'est clair qu'à partir du moment où lui il va détecter une anomalie sur la prise de sang, cholestérol qui monte, des glycémies un peu limites, une prise de tension bien faite au cabinet avec des valeurs qui commencent à frôler les 14,9, bon, il est temps de consulter quand même. D'accord. Voilà. Et là, le sport, après 45 ans, on parle là de il faut faire un test d'effort. Est-ce que c'est vraiment une recommandation? Pas nécessairement, pas nécessairement. On va dire plutôt simplement que si vous n'avez pas eu de soucis de santé pour les hommes, il faut penser à consulter peut-être un cardiologue à partir de 50 ans, à partir de 60 ans chez la femme. Sans facteur de risque, je dis bien, avec pas d'antécédents familiaux inquiétants, etc. Par contre, oui, on a des facteurs de risque, on a des antécédents familiaux précoces dans la famille, il faut consulter de manière un petit peu plus précoce. S'il n'y a pas d'antécédent, pas de problème particulier, 50 ans chez un homme, on consulte son. C'est plutôt vraiment ça, et 60 ans. c'est surtout ce message-là que je veux faire passer. Oui. Pas cet aspect dichotomique de dire avant j'y vais pas, après j'y vais, non. C'est comme ça qu'on fait des erreurs. Et cette jeune femme de 20 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle était hors bilan. Voilà. Donc il faut être attentif, il faut faire appel au bon sens. Nous, on est là pour ça. Il ne faut pas hésiter à consulter le médecin qui envoie chez le cardiologue et nous, on fait le tri. D'accord, vaut mieux consulter pour vaut mieux pas consulter grand-chose pour ou rien. rien. C'est toujours ce que je dis. Je pense qu'on paye assez On d'impôts. vous embête pas, docteur, si on vient vous voir pour rien? Non, bon, les plannings sont un peu surchargés, mais bon, on pousse un peu les portes, on va y arriver. Même votre fan club, il va laisser la place. Justine, y a-t-il des questions ou des remarques sur ce sujet? Alors, il y a une question sur le facteur héréditaire. Oui. Donc, existe-t-il un facteur héréditaire dans les maladies cardiovasculaires? Oui, absolument. L'hérédité doit être prise en compte. S'il y a un événement cardiaque subi qui arrive dans la famille, il faut que les ascendants et descendants au premier degré soient sensibilisés sur l'intérêt de faire un dépistage. Comme on vient d'en parler, il ne faut surtout pas hésiter. L'hérédité fait partie des facteurs de risque. Peut-être préciser, ascendant, ce sont Ascendant, les parents, voilà, c'est ça. descendants, ce sont les enfants. Voilà, au premier degré. D'autres choses? Non. Il n'y a pas d'autre chose. Peut-être si on a un peu de temps, Oui. est-ce que la période actuelle de confinement, de Covid, a un impact en particulier sur les maladies cardiovasculaires ou le risque cardiovasculaire pour chacun et chacune d'entre nous? Je dirais que aujourd'hui, si on parle de la pathologie Covid à part entière, oui, elle est responsable de complications respiratoires et cardiaques. C'est ce qui fait le propre, malheureusement, des patients qui sont actuellement en service Covid ou en réanimation. Ce sont des patients très compliqués, avec des maladies cardiaques et respiratoires, ou préexistantes, ou qui arrivent à cause du Covid. Mais ça, ce sont des spécificités dont on ne parlera pas parce qu'on est hors sujet. Après, je pense que la période actuelle, oui, elle nous confine, elle nous restreint dans nos activités physiques. Moi, personnellement, si je peux faire passer un message à nos politiques, demander aux gens de rester chez soi, fermer les salles de sport, je pense que c'est une ineptie complète. Et je le dis, je prends la responsabilité de le dire. L'activité sportive, c'est un facteur de bien-être social, c'est un facteur de cohésion, de bien-être de santé psychique et physique. Les gens ne sont pas bien dans leur tête aujourd'hui, les gens prennent du poids, les gens ont des glycémies qui montent, les gens ont la tension qui monte, ils ont des paramètres lipidiques qui se dégradent. Nous, on voit nos patients au quotidien en consultation. Pendant les 6 premiers mois du premier confinement, ils ne sont pas fait suivre, ils ont tout arrêté. On a des retards à la prise en charge, on a des retards au diagnostic, on a des retards au traitement. Alors je sais bien qu'on fait ce qu'on peut, mais l'activité sportive, c'est le traitement numéro 1 de la prévention des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, avoir cessé tout ça, avoir cessé toutes ces manifestations sportives, même pour certaines de plein air, ça a un impact déplorable sur la santé en général. On ne peut que recommander de au moins aller marcher, ça nous est autorisé. C'est le minimum qu'on puisse faire, donc l'activité voilà, physique, pour compenser. Et la bonne hygiène de vie en général, ce sont les premiers traitements d'une ordonnance de sortie, que ce soit en consultation, en post-hospitalisation,
après un accident cardiaque. Tous les cardiaques font de l'activité physique. Quand vous faites un infarctus, quand vous avez fait un pontage, quand vous avez été opéré d'une valve, vous partez en centre de rééducation cardiovasculaire, ou vous le faites à la maison à l'aide d'un kiné, ou vous avez un programme de réadaptation, mais vous devez faire de l'activité physique. D'abord pour retrouver votre niveau de performance initial. On ne vous opère pas pour que vous soyez moins bien, on vous opère pour que vous alliez mieux. Et si on peut faire encore mieux, eh ben, c'est encore plus bénéf. Donc gardez bien à l'esprit qu'il y a l'aspect médicament, traitement, mais il y a surtout l'activité physique et le bien vivre en général qui font partie intégrante de l'ordonnance. C'est pas d'abord le traitement médicamenteux, ça va de pair et c'est voilà. un incontournable. Ils sont indissociables. Absolument. Très bien. Alors, je ne sais pas, Justine, s'il y a encore des remarques ou des questions. Non, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette visioconférence. Merci beaucoup à tous de votre participation. Je suis ravie au nom de MCOM Mutuelle de tous ces éclairages qui ont été très précieux. Merci, Dr Passard, pour tout ça avec simplicité, un discours accessible à tous. Et vraiment, c'est notre volonté. Merci à vous. Chez MCOM Mutuelle, c'est que tout ça soit accessible à tout le monde et qu'il n'y ait pas besoin d'être un expert en santé pour comprendre. Donc, merci beaucoup. Je remercie également vivement toute l'équipe de La Belle Histoire, toute l'équipe technique. Là, ils sont tous autour de nous pour gérer les images, le son, la transmission et le replay. Donc, merci à eux. Et puis, l'équipe artistique qui nous a permis d'avoir, avec Cindy, Mélanie et Stéphane, d'avoir des vidéos qui nous ont aidés à éclairer un petit peu ce qu'on avait envie de vous raconter avec un décalage, avec de l'humour et du sourire sans dramatiser. Et Justine, qui a géré le chat pour pouvoir relayer vos questions. Vous retrouverez très prochainement sur le site internet de la Mutuelle et votre espace client, si vous êtes client chez M, le replay, une boîte à réponses qu'on va enregistrer avec le docteur Passard, qui permettra, sous une forme aussi différente, de redonner encore des informations qui vont compléter ce qui existe déjà autour de l'alimentation, puisqu'on clôture notre séquence sur les maladies cardiovasculaires aujourd'hui. On a déjà eu des visios autour de l'alimentation, de l'activité physique et des gestes qui sauvent, ainsi qu'une infographie sur les maladies cardiovasculaires au féminin. Voilà, je vous dis à très bientôt et rendez-vous sur mcommutuelle.com pour nos prochains rendez-vous. Merci encore à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.